Donc, nous avons intitulé cette conférence « Climat, biodiversité, notre alimentation en jeu ?» Point d'interrogation. Bon, nous avons une réponse à donner à cette question-là. Je pense que les intervenants également. Pourquoi cette question? Piero Sardo, qui est coprésident de l'association Slow Food, du mouvement Slow Food, est également président de la fondation Biodiversité de Slow Food. Nous savons, quand nous écoutons au moins certains experts sur l'évolution de la biodiversité au niveau planétaire, que la biodiversité est en déclin comme la neige qui fond au soleil. Les perspectives sont également alarmistes. Et nous-mêmes étant un maillon de la chaîne du vivant, si la biodiversité se casse la figure ou disparaît, il y a de fortes chances que ça nous affecte de manière irréversible. A priori, nous serions en train de vivre la 6e extinction de masse de la biodiversité, ce qui est malheureusement une mauvaise nouvelle. Ensuite, au niveau du climat, nous savons bien que la température est en perpétuelle augmentation, plus 0,8 points depuis 150 ans, depuis le début de l'ère de la révolution industrielle. Là aussi, une augmentation de température par l'émission de gaz à effet de serre de nos activités, issues de nos activités, notamment basées sur des énergies fossiles. Récemment encore, vous nous avez mis en garde en disant que si nous ne changions rien sur nos pratiques d'ici 70 ans ou 80 ans maintenant, à la fin du siècle, nous serions à plus 7 degrés, c'est-à-dire que nous ne serions plus là. Enfin, je veux dire une planète invivable. Donc, je ne sais pas trop vers où on va. Dans tous les cas, on n'est pas sur la bonne voie et nous risquons encore de sentir les conséquences négatives sur plusieurs décennies, puisque les gaz à effet de serre sont des énergies, ont un effet de nuisance sur le long terme, et tout le carbone qui est déjà stocké dans l'atmosphère aura des répercussions sur les décennies à venir. Donc, il est inévitable que nous aurons des changements au niveau agriculture et donc au niveau alimentation. Voilà, donc c'est sur ce petit décor très joyeux que je vais donner la parole à Madame Valérie Masson-Delmotte. Et ensuite, Paola Nano prendra la suite. Et Iker, donc le personnage avec sa chemise et son sapia, son mouchoir à carreaux, circulera pour pouvoir prendre les questions. Et nous créerons ainsi un échange pendant quelques temps, jusqu'à 1h30, admettons, pour ensuite laisser place au repas. Mileshker. Merci. Comment je fais? Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir être là. C'est bon? Et merci aussi d'avoir mis cette rencontre sous le thème du climat. Donc moi, je suis chercheuse. Je travaille dans la banlieue parisienne depuis 25 ans sur la compréhension du fonctionnement du climat, passé, présent et futur. Et ce que je voulais faire, c'était partager avec vous le travail de toute une communauté scientifique, avec des chercheurs du monde entier, de toutes les disciplines en fait, qui sont impliqués pour fournir finalement à l'ensemble de la société, à chacun d'entre vous, le meilleur état des connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques aujourd'hui vis-à-vis du changement climatique. Donc vous avez peut-être vu dans le cadre des travaux du GIEC, ce groupe intergouvernemental d'experts, on a rendu depuis à peu près une année 3 rapports spéciaux. On a rendu en octobre 2018 un rapport sur ce qu'implique un réchauffement climatique d'1,5 degré. Et moi, je résume ce rapport qui nous avait été demandé au moment de la COP21, quand l'accord de Paris a été construit. Donc je résume ces points clés en disant chaque demi-degré compte. On en est au niveau planétaire à 1 degré de réchauffement. On sera à 1,5 degré au rythme actuel entre 2030 et 2050. Ça va venir très vite, c'est le climat de nos enfants. Et puis, un monde à 1,5 degré plus chaud, un monde 2 degrés plus chaud, ça a des conséquences dans chaque territoire, dans chaque région du monde, très différentes, avec des enjeux de perte irréversible d'écosystèmes, les écosystèmes les plus fragiles, les récifs de coraux, la forêt méditerranéenne et beaucoup d'autres.
et des enjeux de gestion de crise croissante, en particulier dans le secteur agricole qui est aux premières loges par rapport aux conséquences d'un climat qui se réchauffe, par exemple la multiplication des vagues de chaleur, par exemple l'intensification des pluies torrentielles, la montée du niveau des mers avec les conséquences pour le littoral, ou bien avec l'intensification des sécheresses, ce qui est en particulier le cas pour le pourtour de la Méditerranée. Donc en fait, en termes de risque climatique, chaque demi-degré compte. La deuxième chose, c'est que l'évolution du climat, donc ce degré de réchauffement qu'on observe déjà en moyenne planétaire, c'est piloté par nos rejets de gaz à effet de serre. Il n'y a aucun facteur naturel qui peut expliquer cette accumulation d'énergie dans le système climatique. Donc c'est à 100%, c'est notre meilleure estimation, dû au rejet passé et présent de gaz à effet de serre. Et certains gaz à effet de serre, ils ont un effet cumulatif, c'est en particulier le cas du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on met dans l'atmosphère quand on déforeste, quand on brûle du pétrole, du charbon et du gaz. Celui-là, il est vraiment particulier. C'est celui qui a l'effet sur le climat aujourd'hui le plus fort, par nos rejets. Quand on en met dans l'atmosphère, on en a 15 à 60% qui va continuer à agir sur le climat pendant une échelle de temps d'à peu près 2000 ans. Donc il y a vraiment un enjeu d'effet sur le temps très long. Ce qu'on met dans l'atmosphère, on n'en a que la moitié qui y reste pour le dioxyde de carbone. On en a une partie qui rentre dans les océans, 20 à 30%. Ça conduit à une acidification, une modification de la chimie de l'eau de mer, avec des conséquences pour les écosystèmes marins. Et puis on a une autre partie qui rentre dans la végétation, dans les sols, ce qui montre l'importance de la gestion des terres pour conserver une partie de ce dioxyde de carbone et le stocker de la manière la plus durable possible. On a d'autres gaz à effet de serre qui ont un effet très important, le méthane ou d'autres, mais qui ont une durée de vie plus courte dans l'atmosphère. Donc si on agit sur cela, on peut avoir un bénéfice plus rapide en matière de climat. Parce qu'il y a cet effet en particulier cumulatif des émissions de dioxyde de carbone, chaque année compte. Dans le monde, on en met plus de 40 milliards de tonnes dans l'atmosphère chaque année. Ça n'a fait qu'augmenter sur les dernières décennies. Si on veut arriver à maîtriser l'évolution future du climat, l'enjeu, c'est d'atteindre le plus vite possible un pic et ensuite une diminution forte mondiale pour atteindre le plus vite possible des émissions liées aux activités humaines qui soient net zéro. Net zéro, ça veut dire qu'on en émet encore un peu dans certains secteurs, mais qu'on soit capable, dans d'autres secteurs, d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker. Par exemple, par l'accroissement des forêts. Par exemple, par l'utilisation des produits du bois qu'on va utiliser et stocker pour le temps long. Ou par des techniques plus potentiellement risquées, et je vais revenir dessus. Donc, vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, il y a vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est que chaque année compte, et chaque année où on n'agit pas, ça veut dire qu'on augmente l'intensité du réchauffement climatique à venir et qu'on augmente l'ampleur de l'action à mener pour les jeunes générations. Et puis la dernière chose, c'est que chaque choix compte. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On connaît les solutions, on les expérimente. Elles sont rentables, elles créent de l'emploi. L'enjeu, en fait, c'est de les développer le plus rapidement possible. Dans tous les secteurs d'activité, le secteur de l'énergie, les villes, la manière de penser les villes, la manière de gérer les terres, la manière de construire les systèmes industriels. Et puis, ce n'est pas simplement une histoire de choix pour ces grands systèmes d'activité, c'est aussi des choix à l'échelle des territoires, des choix à l'échelle des individus, parce que pour contenir le réchauffement à un niveau bas, il y a un enjeu sur l'offre, ce qu'on produit, mais il y a un enjeu sur la demande individuelle. Et donc, maîtriser la demande en énergie, maîtriser la demande alimentaire, maîtriser la demande en matériaux non renouvelables, c'est important pour arriver à contenir le réchauffement climatique à un niveau bas. Donc ça, c'est le décor général. Chaque demi-degré compte, chaque année compte, et chaque choix compte. On a rendu au mois de septembre dernier, vous l'avez peut-être suivi, un rapport spécial à Monaco sur les océans, l'océan et la cryosphère, la neige, la glace, les sols gelés dans un climat qui change. On a souligné en fait les enjeux pour les régions de haute montagne, avec le recul des sols gelés, de l'enneigement, des glaciers, qui posent des enjeux locaux d'adaptation, mais aussi en aval par rapport à la gestion de l'eau intégrée depuis les hautes montagnes jusqu'aux régions de plaine. On a souligné les enjeux liés à la montée du niveau des mers pour le littoral, et la France, elle est particulièrement exposée. On a un littoral important, on a un littoral exposé, et donc il y a tout cet enjeu d'une gestion durable du littoral face à la montée du niveau des mers, et celle-là, elle est inéluctable. Elle a accéléré, elle va se poursuivre sur des échelles de temps de plusieurs siècles. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'intégrer le temps long
pour réduire notre vulnérabilité, notre exposition et avoir une gestion durable du littoral. Et enfin, il y a des enjeux importants pour la vie marine, pour les écosystèmes marins, pour la gestion des pêcheries durables, pour permettre de conserver ces écosystèmes marins et les services qui nous rendent, pour l'alimentation par exemple, les conserver pour les générations à venir. Et sur ce rapport sur les océans et les glaces, on a souligné en fait que par nos rejets de gaz à effet de serre, on affecte tout en fait sur cette planète, depuis les hauts des montagnes jusqu'au fond des océans, et ça va se poursuivre sur les générations à venir. Donc ça montre à quel point c'est important d'anticiper ces tendances sur plusieurs décennies dans la décision qu'on prend aujourd'hui, pour avoir en fait des choix qui renforcent la résilience par l'adaptation, par la prise en compte de ce climat qui va changer sur le temps long. Mais bien sûr, ici, je veux surtout mettre l'accent sur le rapport qu'on a rendu qui porte sur le climat et l'utilisation des terres. On l'a rendu au mois d'août dernier. En fait, c'est des sujets vitaux, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on touche à des thématiques qui sont transverses aux grandes conventions internationales, le climat, la biodiversité, la désertification. Moi, je le décris, en fait, ce rapport sur l'utilisation des terres en disant c'est le climat dans mon paysage, c'est le climat dans ma ferme, et c'est le climat dans mon assiette, en réalité, dans tous les sens, en fonction de ce qu'on fait et qui va agir sur le climat. Et parce que comme le climat change, ça va agir, en fait, sur nos paysages, sur nos pratiques agricoles et sur ce qu'on peut manger dans les différentes régions du monde. Donc les points importants de ce rapport-là, c'est de dire que les terres, en fait, c'est là où on vit. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental aussi aux identités que l'on a partout. Les terres, en fait, elles sont sous pression croissante. Sous pression croissante par l'évolution démographique, l'évolution des modes de consommation, par l'artificialisation des terres. Et il y a une partie importante des solutions qui sont dans une nouvelle gestion des terres. Une partie importante des solutions, mais c'est seulement une partie des solutions. C'est-à-dire, ça doit s'accompagner d'un rejet d'une maîtrise importante des rejets des gaz à effet de serre dans les autres secteurs d'activité. En gros, sortir des énergies fossiles en parallèle. On ne peut pas compter sur les terres pour apporter des solutions et pallier à une inaction dans les autres secteurs. Alors, quels sont les enjeux? Donc, la croissance de la population mondiale, les changements dans les régimes alimentaires sur les dernières décennies, pour les humains, pour les animaux d'élevage, mais aussi pour la consommation de fibres, de bois ou d'énergie. Ça provoque des changements sans précédent dans le monde entier dans l'utilisation des terres. Par exemple, la production d'huile végétale ou de viande par habitant dans le monde a doublé depuis les années 1960. On affecte 3/4 des terres émergées libres de glace par notre production alimentaire en particulier. C'est un des facteurs majeurs du déclin de la biodiversité dans le monde. Notre utilisation des terres, elle limite aussi la capacité des sols à stocker du carbone, parce qu'1/4 des terres cultivées dans le monde sont dégradées. Et le fait qu'on n'ait plus cette capacité à stocker du carbone, ça exacerbe le changement climatique. Et en retour, quand le climat change, ça peut exacerber la dégradation des terres de multiples manières. Quelques autres éléments de contexte. Dans le monde, les activités agricoles, c'est 70% de la consommation mondiale d'eau douce. Dans un climat qui change, l'abondance de l'eau change. Donc la question aussi de la gestion des terres, c'est une question de la gestion intégrée de l'eau pour les activités agricoles, pour les écosystèmes et pour les autres besoins. Dans le monde, il y a 500 millions de personnes qui vivent dans des endroits qui subissent une désertification. L'augmentation de la population, elle rend ces zones arides plus vulnérables, et ce sont des terres qui sont difficiles à restaurer. Donc cela fait partie des enjeux dans le monde, des vulnérabilités les plus grandes au changement climatique et aux événements extrêmes comme les sécheresses, tout particulièrement. La manière dont nous produisons notre alimentation, ce que nous choisissons de manger, ça affecte aussi les écosystèmes et la biodiversité. Et dans le monde, le système alimentaire n'est pas soutenable. On a encore, malgré les progrès des rendements agricoles, plus de 820 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Mais on a aussi 2 milliards de personnes dans le monde qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité, avec un poids croissant pour les dépenses de santé publique, de maladies chroniques associées à une mauvaise alimentation. Alors, revenons sur la question climat. Donc, la température au-dessus des continents, elle augmente plus vite que la moyenne planétaire, parce que ça se réchauffe plus vite que dans les océans. Donc, en moyenne, on en est à déjà 1,5 degré au-dessus des continents, pour 1 degré en moyenne mondiale. En France, c'est la même chose. On observe une intensification d'événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, en fréquence, en intensité. En France, on a atteint 46 degrés dans le sud de la France l'année dernière. Et ces épisodes en France, les travaux scientifiques ont montré qu'ils ont été rendus plus probables et plus intenses parce qu'on a modifié le climat.
On a également une intensification de l'intensité des pluies torrentielles dans le sud de la France, comme dans beaucoup d'autres régions mondiales. On observe également une intensification de la durée, de l'extension et de la sévérité de sécheresse dans de nombreuses régions, en Afrique, mais aussi sur le pourtour de la Méditerranée. C'est une des régions où le signal est le plus net. Ces caractéristiques d'un climat qui change contribuent à une érosion des sols et une dégradation des terres dans de nombreuses régions. Ces caractéristiques d'un climat qui change, ça affecte aussi la productivité. On a une stagnation de rendement agricole dans de nombreuses régions et parfois des baisses. Donc la productivité, les rendements, mais aussi le stockage de carbone dans les sols, et ça va se poursuivre. Donc dans un climat qui change, on a un déplacement des zones climatiques, et dans les régions tropicales en particulier, on va rencontrer des conditions sans précédent, sans analogue. Donc des conditions beaucoup plus chaudes, où on n'a pas d'analogue. Ça va être compliqué pour la sélection, par exemple, des espèces adaptées pour les cultures à ces conditions-là, parce que nulle part ailleurs dans le monde, on aura des conditions identiques à ce qui va être rencontré dans quelques décennies dans les régions tropicales. Alors, quelques exemples de risques vraiment importants. Quand on va atteindre un réchauffement planétaire d'environ 1,5 degré entre 2030 et 2050 au rythme actuel, ça va fortement augmenter le risque de pénurie d'eau dans les régions semi-arides ou méditerranéennes. Ça va augmenter les dommages causés par les feux incontrôlés. Ça va augmenter la dégradation des sols gelés. Et ça va provoquer en fait une augmentation des risques d'instabilité dans l'approvisionnement alimentaire dans certaines régions. Autour de 2 degrés, on augmente en fait ces risques pour la dégradation des sols gelés, l'instabilité de l'approvisionnement alimentaire. Ça deviendra très élevé, même pour 2 degrés au niveau planétaire. À 3 degrés, on anticipe une dégradation de la végétation dans de nombreuses régions du monde, en particulier pour les forêts. Une augmentation des risques liés aux incendies très importante. Une augmentation de la pénurie d'eau dans les zones arides, avec des enjeux vitaux pour de nombreuses régions du monde. Et les risques posés par la sécheresse, le stress hydrique, les vagues de chaleur, la dégradation des habitats augmentent très très fortement entre 1,5 degré et 3 degrés de réchauffement planétaire. À horizon 2050, on estime en fait qu'il y aura des enjeux majeurs pour la qualité nutritionnelle et le prix de certaines céréales qui pourraient toucher de plein fouet les populations les plus démunies dans le monde. Donc des enjeux de sécurité alimentaire. Donc les enjeux en fait très particuliers sur la question de l'alimentation, c'est la question des rendements dans un climat qui change, la question de la maîtrise du prix de la production agricole, la qualité nutritionnelle de l'alimentation et la question de la continuité de l'approvisionnement et des ruptures d'approvisionnement. Et donc les parades, les solutions par rapport à ça, c'est vraiment clairement de diversifier les systèmes de production et de renforcer leur résilience à la fois au choc économique et au choc climatique. L'alimentation, la production alimentaire dans le monde, elle contribue au changement climatique. Elle est responsable en fait d'environ 1/5 des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, mais aussi la déforestation et la destruction de tourbières dans le monde. C'est aussi la moitié des émissions de méthane dans le monde, en particulier par le secteur de l'élevage, mais aussi la riziculture. Et puis la fertilisation dans le secteur agricole, elle est responsable de 80% des émissions d'oxyde nitreux, un autre gaz à effet de serre particulièrement important. Et si on prend le système alimentaire dans son ensemble, depuis la ferme jusqu'à l'assiette et à la poubelle, avec la transformation, c'est environ 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc le potentiel d'action, il est vraiment important, puisque le poids est important. Donc les options pour agir, c'est améliorer la productivité, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de production. C'est éliminer les pertes et le gaspillage le plus possible, mais c'est aussi réfléchir en fait à nos systèmes alimentaires, à nos choix d'alimentation, à nos types d'alimentation. Et puis il y a un volet qui est également important, c'est que si on veut limiter le réchauffement climatique à un niveau bas, en dessous de 2 degrés, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, ça demandera d'être capable de retirer du CO2 de l'atmosphère en partie et de le stocker de manière durable. Donc ça, c'est par exemple la forestation, la reforestation, la restauration des écosystèmes dégradés, leur capacité à stocker du carbone. Mais ça peut être aussi de développer des systèmes plus industriels, par exemple d'utilisation de la biomasse pour l'énergie, donc brûler en fait de la biomasse, et ensuite capter et stocker le CO2 issu de ces systèmes de production d'électricité de chaleur. Et ça, de manière nette, ça permet d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker de manière durable. Donc plus on agit dans les autres secteurs, moins on a besoin de recourir à ça.
Si on recourt à très grande échelle à des solutions liées à l'énergie de la biomasse, à la forestation, c'est une pression en plus pour l'utilisation des terres. Et donc on peut aller vers des situations très tendues pour préserver les écosystèmes, en particulier dans les régions tropicales, produire l'alimentation, préserver les droits des populations locales aux terres, puisqu'on est dans des situations aussi parfois d'accaparement de terres par rapport à ce type de pression-là. Alors je vais maintenant parler des options d'action sur les changements de choix alimentaires. Ça fait partie des options importantes d'action. Donc, sur les pertes gaspillage, c'est environ 25% de la production alimentaire dans le monde. Donc là, on voit clairement que réduire les pertes et gaspillages de la production à la consommation, ça permettrait à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la sécurité alimentaire, de réduire la pression sur les terres. Sur les choix alimentaires, certains ont une pression plus forte sur les terres, sur l'utilisation de l'eau et émettent plus de gaz à effet de serre. Donc des choix d'alimentation riches en protéines végétales, en céréales, en noix, en légumes de saison sur des circuits courts, ça a une empreinte carbone bien plus faible que des choix de régime alimentaire dans des systèmes de production intensifs en émissions de gaz à effet de serre, en fonction de l'origine en particulier de la viande et des produits laitiers qui sont consommés. Donc changer les choix alimentaires, ça présente de nombreuses opportunités pour s'adapter, pour limiter le changement climatique, avec des opportunités très particulières propres à chaque territoire, à chaque culture, à chaque contexte. Et le salon ici, il montre le potentiel d'action qui existe dans ce territoire, avec des enjeux à changer d'échelle, en particulier pour les plus grandes villes. La végétation et les sols, ça absorbe un tiers des émissions de CO2 qui viennent de l'utilisation des énergies fossiles et de l'industrie. Donc il y a vraiment des enjeux à gérer les terres de manière soutenable pour augmenter cette capacité à stocker du carbone dans les sols et pour réduire les effets locaux du changement climatique. Parmi les solutions, il y a toutes les solutions qui portent sur la diversification des systèmes agricoles pour réduire les risques économiques et environnementaux. Donc il y a par exemple limiter la conversion des prairies en culture, les pratiques d'agriculture de conservation, d'agroforesterie, l'amélioration des terres cultivées, l'amélioration en fait des pratiques de pâturage. Tout ça en fait est fortement porteur de solutions avec des bénéfices multiples. Pour un niveau de réchauffement climatique donné, les risques ne dépendent pas que du changement climatique. Ils dépendent aussi en fait des systèmes qu'on a construits, des choix en matière de développement. Et quand on a des choix de développement sur des choix soutenables, une maîtrise de l'évolution démographique, une réduction des inégalités, une amélioration de la santé nutritionnelle, une consommation responsable, une production responsable, des filières résilientes, en fait, ça permet vraiment de mieux faire face au changement climatique. Ça permet, pour un même niveau de réchauffement, de fortement réduire les risques. Et puis finalement, sur la question du secteur des terres, il y a vraiment cette question de l'action la plus urgente possible. Parce qu'il y a des solutions qui ont des bénéfices immédiats. Quand vous arrêtez de déforester, vous avez un bénéfice immédiat. Mais il y a aussi un temps pour l'action. Le temps que, par exemple, les sols mettent à stocker du carbone, le temps que les plantes mettent à pousser pour la reforestation, par exemple, et à stocker du carbone. Et donc, dans ce domaine-là, agir tôt, c'est quelque chose qui est efficace, qui est rentable, à cause du temps mis pour que ces actions produisent leurs fruits en termes de stockage de carbone. Et pour terminer, en fait, ce qu'on voit aussi dans le secteur des terres, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés, qui montrent les solutions qui fonctionnent. On n'est pas sur des ruptures technologiques, des disruptions, des choses à attendre de la recherche dans les laboratoires. On est vraiment sur des solutions qui existent sur le terrain. Et l'enjeu, c'est vraiment de changer d'échelle et d'appliquer ce qui fonctionne déjà, de le rendre visible et de le généraliser à une échelle beaucoup plus grande que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc je termine en fait en soulignant l'importance de la coopération entre les différentes régions du monde en particulier. Certaines régions du monde, certaines communautés, elles ont vraiment une capacité limitée à faire face aux risques climatiques. Donc il y a des enjeux à pouvoir nourrir, à pouvoir apporter de la nourriture dans des régions du monde où la capacité de production va être très contrainte dans un climat qui change. Donc j'ai essayé de faire ce tour d'horizon en soulignant à quel point chaque demi-degré de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte. Et chaque choix, ça veut dire en fait des choix à différents niveaux. Ça veut dire aussi de combiner ce que j'essaie de porter, c'est-à-dire les connaissances accumulées dans le monde scientifique, dans le monde économique, dans le monde académique, le monde scientifique, le combiner à vos connaissances. Les connaissances des acteurs de terrain dans chaque territoire,
Utiliser toutes ces sources différentes d'informations pour porter en fait une innovation sociale, une innovation frugale, une innovation aussi technologique. Et pour terminer, la question, je pense, la plus fondamentale par rapport à l'action vis-à-vis du changement climatique, c'est la question de la vie démocratique. Ça peut paraître comme des enjeux sur le temps long, et c'est important de porter cette question du temps long, cette question des futurs qu'on veut construire, des futurs qu'on souhaite, dans le cadre d'échanges démocratiques, pour que ce soit des choix collectifs, pour que ce soit des choix porteurs de sens, et que ça définisse en fait un projet démocratique intégrant l'action par rapport au changement climatique dans ce qu'est de vivre bien, de vivre ensemble et de donner du sens dans chaque territoire. Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, chaque choix compte. Dans ma communauté, dans la communauté scientifique, on essaie vraiment de faire notre possible pour partager nos connaissances le mieux possible. Mais on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous. On a besoin d'un engagement fort pour que ces connaissances-là se traduisent en action, et en action efficace à court terme, parce que le temps presse. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, d'abord, il y a ici une vidéo de Piero Sardo qui n'a pas pu venir et il s'excuse beaucoup. Mais il a enregistré quelques mots pour vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les participants à l'Ourama. Je regrette d'être pas là. Malheureusement, mon médecin il a dit qu'il n'était pas possible ce voyage. Et bon, le médecin a la dernière parole. Mais bon, je pense qu'il y a un remplace qui s'appelle Paola Nano et qui vous connaisserez, qui est très bonne et très valable, et qui connaît très bien les thématiques. Et vous ne serez pas seul. Et je regrette de n'être pas là pour deux questions fondamentales. La première, c'est que dans ce terroir, dans les Pays Basques français, j'ai des amis et j'ai des personnes que j'ai connues il y a beaucoup de temps pour faire des sentinelles dans ce pays et qui nous sommes restés plus ou moins en contact. Maintenant, ce sont des hommes de Slow Food, ils travaillent avec nous et ils sont très motivés. Mais la deuxième motivation de regret pour n'être pas à l'Ourama, c'est que pour moi, pour nous de Slow Food, l'Ourama, c'est un symbole très fort. Le symbole d'une façon de faire agriculture qui représente le seul espoir pour sauver cette situation dramatique de la terre dans ce moment. Une agriculture qui soit respectueuse de la terre, qui soit respectueuse du bien-être animal, qui soit respectueuse des produits, qui ne va pas jeter les produits, qui ne va pas surproduire, mais qui considère la production agricole une production presque sacrée. Alors, ça, c'est l'idée de Slow Food. C'est exactement l'idée de Slow Food. Et il y a des milliers de personnes dans le monde qui font ce voyage. Et nous faisons ce voyage avec eux et avec vous. Pourtant, je vais souhaiter un bon Lorama à tous et qui savent la prochaine fois. Alors bonjour, merci à Euskal Herri Collaboranza Gambara pour l'invitation. Et merci aussi à Madame Masson-Delmotte parce que la relation était vraiment très, très, très intéressante. Je suis très heureuse d'être parmi vous et même si je ne suis pas Piero Sardo, enfin j'espère ne pas trop vous décevoir. J'ai lu que l'Urama signifie terra madre, terre-mère en langue basque, c'est-à-dire terra madre en italien. Et Terra Madre, c'est une belle coïncidence parce que Terra Madre, c'est le réseau des communautés de producteurs qui partagent les mêmes valeurs de Slow Food et qui sont tout à fait dans notre organisation. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'être là. Et comme le disait Piero Sardo,
nous avons depuis des années partagé un chemin commun. Mais laissez-moi vous dire quelque chose en plus sur Terra Madre. À ses débuts, en 2004, Terra Madre était une vaste réunion de gens du monde entier, mais l'événement s'est vite transformé dans un atelier d'expérimentation de la philosophie slow food. Terra Madre a développé le volet le plus innovant de la philosophie slow food, le plus proche de la terre et des bases de la production alimentaire, et reste le cœur battant de slow food, qui, grâce à elle, peut essaimer à grande échelle dans plus de 160 pays du monde. Terra Madre représente une mondialisation positive et donne une voix à ceux qui refusent de s'abandonner à une approche industrielle de l'agriculture et à la standardisation des cultures alimentaires. Ensemble, les communautés de Terra Madre déclarent que la production alimentaire doit entretenir une relation harmonieuse avec l'environnement. Et ce qui est très important, elles affirment la valeur culturelle et scientifique des pratiques traditionnelles. Et c'est justement sur les pratiques traditionnelles que je voudrais mettre l'accent. Ces pratiques traditionnelles ne sont pas un héritage du passé, l'héritage d'un passé d'archaïsme, quelque chose que les magnifiques et progressives fortunes de l'humanité ont fait surmonter. Ils ne sont pas synonymes de pauvreté, d'insécurité alimentaire et d'insécurité économique. C'est vrai qu'il y a 100 ans, les conditions de vie dans beaucoup de milieux ruraux étaient souvent très dures. Mais on oublie que les causes n'étaient pas spécialement les pratiques traditionnelles à la base de la production agricole et de l'élevage, mais plutôt les structures sociales. L'agriculture des pratiques traditionnelles a été bouleversée par l'avènement de l'ère de l'énergie issue du pétrole, par le développement de l'industrie chimique, par l'application du mode de production industriel à la réalité de l'agriculture et de l'élevage, qui forcément, eux, l'agriculture et l'élevage, obéissent aux lois de la nature et pas aux lois de l'industrie. L'industrie, au contraire, demande l'uniformité, la standardisation des procès. L'objectif était la quantité de production alimentaire. Et il faut reconnaître qu'en sortant de la guerre, l'Europe était à raison concernée d'assurer la sécurité alimentaire de la population d'un continent ravagé par la guerre, qu'il fallait augmenter la quantité d'aliments à disposition. Mais ce que ce modèle de production a produit à présent est évident. Pollution des sols et des eaux, un surplus de production alimentaire qui va directement à la poubelle ou à faire du dumping vers les pays pauvres. Diffusion de maladies dans la population directement liées à l'alimentation et perte de biodiversité. Donc, l'abandon des pratiques traditionnelles et l'adoption d'un système d'agriculture industrielle est à la base de la perte de biodiversité. Sur la perte de biodiversité, je voudrais m'attarder, je m'excuse si je dis des choses que vous connaissez déjà, mais il est important de s'en souvenir. Plusieurs rapports scientifiques sonnent depuis des années l'alarme. Un rapport de la FAO sur l'état... Donc une Mercedes AC730 BV, une Volkswagen 1289 YL64 et une Renault FH 747 MQ. Je répète, une Mercedes AC730 BV, Volkswagen immatriculée 1289 YL64 et une Renault immatriculée FH 747 MQ. Merci. Bon. Alors, un rapport de la FAO sur l'état de la biodiversité mondiale, publié au début de l'année, indique que la perte de biodiversité agricole pousse rapidement notre système alimentaire vers l'effondrement. Au début de mai de cette année, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques qui s'était réunie à Paris a déclaré qu'1 million de plantes et d'animaux disparaîtront de la planète en peu de temps
et la santé des écosystèmes se détériore plus rapidement que jamais. C'est le résultat de 3 ans de recherche. Au cours de notre seule vie, des milliers d'espèces végétales comestibles ont disparu. Et cela signifie que les différentes sources de nos aliments d'origine végétale s'épuisent, alors que la croissance de la population mondiale est en constante augmentation. Aujourd'hui, 75% de l'alimentation humaine provient de seulement 12 plantes et 5 espèces animales. Au cours de 100 dernières années, plus de 90% des variétés végétales ont disparu des champs des agriculteurs. La moitié des races de nombreux animaux domestiques ont été perdues. Les 17 principales zones de pêche du monde sont aujourd'hui exploitées à leur limite de durabilité ou au-delà. La perte de forêts, de zones humides côtières, des autres zones sauvages, la dégradation des sols et la propagation des espèces envahissantes exacerbent l'érosion génétique de l'agrobiodiversité. Et l'impact humain de cette homogénéisation mondiale et de la perte de l'agrobiodiversité est frappant. La diversité des systèmes de production alimentaire locaux, y compris les savoirs autochtones, traditionnels et locaux connexes, ainsi que la diversité des cultures et des compétences des femmes et des hommes agriculteurs familiaux sont menacées. La dépendance du système mondial de production alimentaire à l'égard d'un nombre limité de variétés de plantes et d'animaux génétiquement uniformes et à haut rendement est problématique, tant pour la conservation de la biodiversité que pour la santé humaine. La perte de régimes alimentaires variés est directement liée à la malnutrition et aux maladies non transmissibles telles que le diabète et l'obésité, et a un impact direct sur la disponibilité d'aliments sains et de médicaments traditionnels. L'humanité, donc, est moins résiliente et moins capable de faire face aux changements, y compris le changement climatique. Avec la perte de diverses sources de nourriture, notre sécurité alimentaire est en danger. Et voilà, nous sommes exactement menacés par les mêmes dangers qu'on pensait auraient disparu, avec l'adoption du modèle industriel appliqué à l'agriculture. Cela dit, je veux revendiquer le rôle de Slow Food dans la lutte pour la défense de la biodiversité. Au milieu des années 1990, alors que le mot biodiversité était assez peu connu, alors que les environnementalistes luttaient pour la survie du panda, du tigre indien, des espèces d'animaux sauvages, Slow Food était la première organisation au monde à dénoncer la perte de biodiversité pour le secteur agricole, pour les races animales domestiques d'élevage, la première organisation à transcrire la notion de biodiversité dans notre alimentation quotidienne. C'était un concept nouveau qui maintenant est généralement acquis par tous. Depuis 1996, Slow Food lutte et défend la nécessité de sauver la biodiversité de la nourriture de notre planète en créant l'Arche du goût, un catalogue sur le web d'aliments menacés de disparition, qui sont à présent 5100, en créant 586 sentinelles dans le monde, et ici dans les Pays basques français, il y en a plusieurs, et en menant campagne contre le modèle actuel, non durable et destructif d'agriculture industrielle intensive. Mais pourquoi nous devons nous battre pour protéger la diversité? Bon, parce que les variétés locales sont les plus adaptées au climat et au sol et expriment le meilleur de leur potentiel sur le territoire où elles se sont acclimatées au cours des siècles grâce au travail de l'homme. Pour cette raison, elles sont plus résistantes et nécessitent moins d'interventions extérieures. Ils sont donc plus durables du point de vue de l'environnement. Dans de nombreux cas, les espèces animales ou végétales indigènes sont menacées par le changement climatique en cours.
Et dans d'autres cas, cependant, c'est précisément dans les variétés anciennes que l'on trouve des ressources cachées pour faire face à la crise environnementale actuelle. Classer la biodiversité menacée dans différents territoires, c'est découvrir des ressources précieuses ou prendre conscience de la nécessité de lutter contre la crise environnementale. Inviter chacun à faire quelque chose pour l'éviter. Protéger le patrimoine gastronomique et culturel transmis de génération en génération afin qu'il soit préservé et transmis à ceux qui nous suivront. Certains produits de l'Arche sont menacés par la crise climatique. Je fais ici des exemples loin de nous. Par exemple, le fruit bizarre au Malawi, qui est une épice naturelle qui souffre la chaleur excessive. Le sel artisanal de Kampot en Cambodge, où l'augmentation des précipitations au cours des dernières années a réduit la saison de récolte du sel. Mais d'autres, par contre, sont une ressource pour le combattre, comme le haricot kunde du Kenya, une légumineuse à croissance rapide, résistante aux maladies, aux infestations, à la sécheresse, donc aux conditions climatiques difficiles, et qui est une source continue de nourriture pour les familles paysannes et pour la communauté. Ou bien encore les troupeaux bovins Watusi au Rwanda qui vivent dans les pâturages de la savane, se nourrissent principalement d'herbes et de feuilles et sont une race adaptée à survivre avec des quantités limitées de nourriture et d'eau. Mais sans aller loin, dans les conditions extrêmes, il y a beaucoup d'exemples de variétés locales et de pratiques agricoles qui s'adaptent mieux aux conditions climatiques qui changent et qui ont aussi un bilan carbone positif pour la mitigation de la crise du climat. Évidemment, tous les processus de production n'influencent pas le réchauffement climatique de la même manière. Identifier les produits ayant le moins d'impact permet de faire des choix alternatifs et conscients. C'est dans cette perspective que Slow Food a mené, avec le soutien scientifique d'Indaco 2, une spin-off de l'Université de Bologne, des analyses de produits appartenant à ces sentinelles, mesurant au moyen de paramètres scientifiques universellement acceptés et appliqués la valeur environnementale de ces produits, dont nous connaissions déjà le caractère durable. Mais on voulait avoir une démonstration scientifique d'un point de vue environnemental, social et économique de leur durabilité. Les scientifiques d'Indaco 2 sont allés visiter chaque ferme, ont interviewé les producteurs et ont mené une analyse comparative du cycle de vie de 6 produits de Sentinelle Slow Food et de filières durables, comparés à des productions industrielles équivalentes. Les émissions d'un processus de production sont mesurables grâce à la méthode d'analyse du cycle de vie et leur impact en empreinte carbone s'exprime en grammes, kilogrammes ou tonnes de dioxyde de carbone, c'est-à-dire en équivalent CO2. Là, voilà. Les différences mises en avant par l'analyse d'Indaco 2 sont significatives et dans certains cas considérables. Tous les cas présentent en effet des différences d'émissions, tous les cas supérieures à 30%. Pour rendre les résultats plus lisibles, l'équivalent CO2 émis durant la production est comparé aux émissions générées par un trajet en voiture, en kilomètres parcourus. Il faut également garder en mémoire que les élevages extensifs, bénéficiant de vastes superficies couvertes de végétation, comme une bonne partie des fermes des sentinelles, ont un avantage. La quantité de gaz à effet de serre émise est souvent compensée en totalité par leur capacité d'absorption. Dans ce cas, les terrains riches de végétation absorbent et séquestrent le dioxyde de carbone dans une mesure égale ou supérieure à celui émis dans l'atmosphère en phase de production. Et il s'agit d'une compensation naturelle qui peut annuler l'impact de l'exploitation sur la planète et qui, dans certains cas, rend la structure carrément créditrice en carbone.
Mais maintenant, je voulais vous faire voir un peu quelques fiches sur les résultats de cette recherche. Alors là, nous avons la sentinelle slow food de la race Maremmana, c'est une race de vaches. Il s'agit d'un troupeau de 63 vaches qui sont alimentées à foin et orge hachée, produits sur l'exploitation en bio. La race Maremmana, c'est une race rustique, autochtone, élevée à l'état sauvage. Donc, vous voyez là que par rapport à un élevage et la production, la CO2 émise pour produire un steak de 200 grammes est 30% moins que celle émise par la même production d'un élevage industriel. Donc, les bonnes pratiques sont la récolte à la main, pardon, ça, c'est pas la même chose. La réduction, non. Voilà, ça, c'était référé à cette autre entreprise agricole qui est en Danemark. Et c'est une production d'anciennes variétés de pommes. Vous avez 45 anciennes variétés cultivées sur une surface d'exploitation de 5,5 hectares. Et là, vous avez un résultat étonnant, c'est-à-dire moins 81% de CO2 par rapport à la même exploitation de pommes industrielles. Là, il y a aussi l'analyse de production d'une sentinelle d'un fromage, un fromage qui est fait sur la montagne, sur les Alpes du Piémont. Un troupeau de 24 vaches laitières. La race est la brune alpine et l'alimentation est faite que par des herbes de pâturage et de foin. Donc là aussi, les résultats sont très, très évidents, moins 83% de CO2. Là, c'est une production laitière de lait et c'est en Autriche. La ferme est assez petite, 7 vaches laitières. La surface d'exploitation, cependant, c'est 24 hectares. L'alimentation du bétail est herbe et foin autoproduits et mélange de céréales. Et là, vous avez moins 31% de CO2. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des exemples, mais c'est aussi quelque chose que je pense est très efficace pour communiquer que vraiment, ces exemples, et ici, je crois, dans ce salon, il y en a plusieurs qui peuvent se reconnaître dans ce genre de production. Ça, c'est vraiment la démonstration que c'est possible de faire la différence en ce qui concerne les émissions de CO2. Et donc, on se pose cette question. Si la majorité de la population consommait des produits dont l'impact sur l'environnement, c'est plus faible, tout pourrait changer? Probablement, oui, c'est bien le cas. Évidemment, ce n'est pas facile de créer les conditions d'un changement dans les habitudes alimentaires des gens. Ce n'est pas facile quand le système est basé sur une agriculture industrielle standardisée avec un apport élevé en chimie qui est fonctionnellement lié à une industrie alimentaire et à des grandes surfaces qui offrent la nourriture à bas prix. Grandes surfaces qui s'infiltrent en profondeur dans la vie et dans la culture des gens. Ce qui est encore plus inquiétant si on regarde la relation que les jeunes générations ont avec la nourriture. Sans parler de la publicité, de la capacité de conditionnement et de désinformation à laquelle nous devons faire face tous les jours. La chaîne d'approvisionnement joue un rôle fondamental, et en particulier l'information qui nous permet de choisir. Nous voulons savoir si un aliment est une menace ou un plus pour la biodiversité et le climat.
Et pour cette raison, Slow Food met en place des campagnes d'information et d'activation pour les individus sur les thèmes différents, comme par exemple sur le conseil de naturel appliqué à la filière des fromages, des produits transformés à base de viande ou du vin, ou bien sur les étiquettes pour qu'elles racontent effectivement la réalité des modes de production. Ou encore Slow Food avec plusieurs d'autres organisations à niveau européen travaille pour faire une action de lobbying positive vers les institutions européennes pour obtenir des mesures qui protègent l'environnement, les abeilles, notre santé. Et très important pour changer la prochaine politique agricole commune en direction de récompenser les agriculteurs pour les pratiques bénéfiques pour l'environnement et les écosystèmes, au lieu de récompenser ceux qui polluent et endommagent l'environnement. Le temps presse, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, nous devons inverser la tendance dans les 10 prochaines années, même moins si possible, sous peine de risquer un effondrement total et irréversible. Il s'agit de combiner les connaissances et les technologies modernes avec les technologies traditionnelles et de redéfinir notre approche de l'agriculture et de la production alimentaire en mettant la préservation de la biodiversité et de l'écologie sur un pied d'égalité avec le profit et la productivité. À tous les niveaux, depuis les petits agriculteurs et les producteurs jusqu'au plus haut niveau du gouvernement, en passant par les réglementations telles que celle de la politique agricole commune, il convient de s'orienter vers un système alimentaire qui protège la biodiversité. Le modèle industriel actuel de l'agriculture qui sous-tend le système alimentaire mondial se détruit et nous détruit avec lui. Mais nous ne devons pas perdre espoir que les choses puissent changer. Le succès des projets de Slow Food à travers le monde prouve que la coopération et l'action communautaire permettent de construire des alternatives viables à la situation actuelle. Et nous devons agir ensemble. Et nous devons agir maintenant pour sauver notre nourriture, pour sauver notre planète et pour sauver nous-mêmes. Galdera bat, bai? Bonjour, Nicolas, j'habite la région et je voulais savoir quelle proportion de viande il faudrait manger dans la semaine pour avoir une alimentation à peu près compatible avec les enjeux climatiques. On voit de l'autre côté qu'il y a essentiellement des animaux, c'est des ruminants, et apparemment les ruminants sont les plus forts émetteurs de méthane. Et vous disiez qu'il fallait agir très vite, très rapidement sur les rejets de gaz à effet de serre, autrement dit, agir très vite, très rapidement sur la réduction des cheptels bovins, ovins, enfin les ruminants. Et j'ai demandé aux buvettes où est-ce qu'on pouvait avoir des repas végétaliens. Apparemment, c'est pas encore dans les habitudes, mais j'imagine que ça va le devenir de plus en plus. Et je voulais savoir quelle proportion de viande il fallait manger pour se dire oui, là c'est bon, je respecte à peu près les enjeux climatiques ou pas. Merci. Je vais faire un début de réponse, pardon. On peut manger ici sans viande, hein, ça existe. Hein. Il faut se renseigner un petit peu mieux. Voilà. Je vous laisse répondre. Oui, alors, selon les conseils du Code européen contre le cancer, la quantité de viande rouge, surtout, qu'il faut consommer en une semaine, c'est à peu près pour une personne, un homme de moyen âge, moyen poids, c'est plus ou moins 500 grammes. Mais je sais que ce n'est pas ça le sens de la question. C'est-à-dire, quand même, il faut réfléchir un peu parce que 500 grammes par semaine de viande, je crois que plusieurs d'entre nous en consomment plus. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Bon, nous, Slow Food, ce que nous, on pense, c'est qu'effectivement, la consommation de viande, c'est un problème, mais le problème, ce n'est pas la consommation de viande tout court. Le problème c'est quelle viande.
C'est-à-dire, comme je le disais avant, il y a des systèmes, quand les animaux sont élevés en pâturage ou bien à l'extérieur, quand on n'est pas en présence d'un élevage industriel, la production de viande impacte, oui, sur l'environnement, mais pas de la façon désastreuse que nous voyons tous les jours. Le problème, ce sont les élevages industriels. Ça, c'est la chose qu'il faut dire. La solution pour nous, à Slow Food, ce n'est pas de devenir végétarien. La solution pour nous, à Slow Food, c'est de manger de la viande, d'en manger beaucoup moins, mais d'en manger de meilleure qualité. Et pour savoir quelle est la viande de meilleure qualité, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de connaître si on est dans un endroit où il y a des élevages, comme ici, dans cette région, par exemple, je crois que c'est possible. Ou sinon, vraiment, c'est d'essayer de s'informer, d'être le plus possible informé et de n'avoir pas peur de poser des questions aux fournisseurs, aux gens qui nous vendent la nourriture. Et je crois aussi d'éviter d'aller acheter la viande dans les supermarchés, parce que là, c'est un peu plus compliqué, je crois. Moi, je voudrais compléter. Donc, dans la manière dont notre rapport du GIEC a été communiqué par les médias, ça a été souvent communiqué du type « on vous dit de faire ça ». En fait, nous, dans notre évaluation, on dit voilà les différentes options pour agir, les aspects positifs et puis parfois les aspects compliqués. Donc, il y a deux volets à votre question. Il y a un volet de santé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un régime alimentaire sain. Il y a plein d'options différentes. Il y a eu un numéro spécial du journal en anglais de littérature médicale qui s'appelle The Lancet, qui a essayé de définir ce qu'est une espèce de régime alimentaire optimal pour la santé et pour l'environnement, mais c'est très inscrit dans un contexte, disons, d'alimentation type européenne. Ça ne marche pas dans tous les contextes, en fait, ça ne marche pas dans toutes les cultures. Et je pense qu'il y a un volet qui est extrêmement important, c'est celui de l'équilibre nutritionnel. Donc en particulier l'équilibre avec les protéines, quelle que soit leur origine, etc. L'équilibre en acides aminés, qui est vraiment quelque chose d'important. Donc dans notre évaluation, nous, ce qu'on a regardé, c'est purement sous l'angle d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet de réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a regardé les régimes de type méditerranéen, flexitarien, pescatorien, qu'on trouve par exemple en Asie, les régimes végétariens, les régimes végétaliens. Et on montre qu'il y a tout un continuum en fait, de potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre en fonction de ces choix-là. Et donc pour moi, c'est vraiment une question au fond de choix. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mieux pour votre santé? Qu'est-ce que vous aimez manger? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, plus largement? Et derrière ce choix, il y a une question que vous avez soulignée qui est fondamentale, qui est celle de l'information. C'est-à-dire comment vous, citoyens, consommateurs, vous savez quelle est l'empreinte environnementale de ce que vous mangez. Et souvent, ça manque. Et donc un travail qui peut être fait sur les filières locales, par exemple, c'est d'avoir ce travail de mesure, d'information qui soit mis à disposition pour qu'on soit des citoyens éclairés quand on veut faire nos choix. Parce que pour l'instant, souvent, on opère en aveugle. On ne peut pas, on compare, je sais pas moi, de la viande dans un supermarché versus un achat direct chez un producteur et on n'a pas l'information de ce que ça permet d'avoir comme bénéfice. Donc je pense que le travail qui se fait sur l'information consommateur, il est vraiment fondamental. Et j'ai vu dans d'autres pays, par exemple du côté de la Scandinavie, des filières entières de produits laitiers qui travaillent sur le bilan gaz à effet de serre de la filière, depuis la production, la transformation, le transport, la réfrigération et tout le reste, qui se sont fixés des objectifs ambitieux, qui ont agi de manière efficace, qui ont réussi à faire baisser de manière très claire les émissions de gaz à effet de serre associées, qui en ont fait un avantage compétitif. C'est-à-dire ils le mettent sur leur site web, sur leurs produits, de manière très transparente. Et il y a beaucoup de consommateurs qui cherchent en fait des filières responsables, qui cherchent cette information-là. Et ce qui était au départ peut-être perçu comme une contrainte, en fait pour cette filière-là, c'est une filière industrielle en fait, c'est devenu vraiment un avantage, au sens où sans faire de campagne de publicité, ils se sont retrouvés à être choisis par des consommateurs parce qu'ils avaient fait un travail sérieux et de fond, transparent. Bonjour.
Voilà, je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir quels sont vos moyens de pression sur, par exemple, la Commission européenne ou les lobbies, faire du contre-lobbying à ce niveau-là. Par exemple, on a vu l'association Bloom qui a réussi à interdire la pêche électrique. Et je voudrais savoir, vous, de votre côté, comment vous agissez au niveau politique parce que c'est bien, chacun peut mener une vie un peu végétarienne, éthique et tout ce qu'on veut, mais les décisions se prennent par lobby interposé. Enfin, quand on voit comment la Commission européenne prend ses décisions et tout ça avec des dossiers qui sont présentés par les lobbies et qui doivent en quelques jours étudier des dossiers comme ça. Ils ont des réponses toutes prêtes et puis il y a des moyens de pression. Je voudrais savoir quels sont vos moyens à vous, quoi. Oui, les moyens on n'a pas beaucoup de moyens, justement. Mais enfin, ce que nous on fait depuis quelques années à Slow Food, nous avons implanté un tout petit bureau à Bruxelles avec 3 personnes. Et on a essayé de participer aux activités de plusieurs associations européennes qui sont là aussi à Bruxelles. Et donc, on fait partie d'une coopération vaste avec, par exemple, Greenpeace, Friends of the Earth et d'autres aussi qui sont à un niveau un peu plus national, par exemple en Allemagne, dans les pays du Nord, etc. Et ce sont des organisations qui sont ensemble et ils représentent soit les petits producteurs et soit les consommateurs. Et ça, c'est un lien très important quand on se trouve avec des autres qui, comme Slow Food par exemple, représentent les intérêts des 2 côtés de la filière. Évidemment, les lobbying de l'industrie et les grandes multinationales de la production agroalimentaire sont très forts et disposent de moyens aussi économiques beaucoup plus grands que les nôtres. Nous, ce qu'on fait, c'est de faire entendre notre voix aux institutions. Alors, souvent, il y a des consultations pour la politique agricole commune qui sont faites par les institutions européennes. On participe toujours. On essaie d'avoir une voix unitaire avec tous ces représentants de la société civile. On envoie des lettres à tous les membres du Parlement pour les sensibiliser sur les différentes questions qu'on voit sont à l'ordre du jour. On essaie de suivre tout le calendrier, les programmes de discussion de la nouvelle politique agricole pour faire entendre notre voix. Évidemment, ça c'est ce qu'on peut faire et justement les moyens ne sont pas beaucoup. Donc ce que nous on demande à tout le monde, c'est de nous soutenir, soit nous, soit les autres organisations, parce que c'est un travail très fort. Et aussi d'être derrière nous et de nous suivre quand on fait une mobilisation ou quand on appelle au soutien des gens. Voilà. Moi, il me semble que sur la question de la pêche, ce qui a été vraiment réussi, c'est de mobiliser l'opinion publique. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas sur ce qui se prépare pour la politique agricole commune, qui est en fait assez décisif, parce que ça va orienter pas mal de subventions et de choix qui seront faits à différents niveaux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de mobilisation de l'opinion publique, des consommateurs en particulier sur cette question-là en ce moment. Bonjour. En ce qui concerne les moyens publics pour faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que vous pensez du marché des émissions ? Alors ça fait partie des dispositifs qui avaient été mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.
Sous l'angle économique, sous l'angle des activités industrielles, ça peut présenter des avantages au sens où pour 1 euro ou 1 dollar que vous l'investissez là où vous avez l'efficacité la plus grande, en particulier là où on met en place de nouvelles infrastructures. Mais le potentiel, il est limité en particulier pour le cas de la France. Je vais dire un mot sur le cas de la France. Notre électricité aujourd'hui, pour des raisons historiques, elle est décarbonée. Et donc chez nous, baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est toucher à des sujets beaucoup plus diffus, à beaucoup plus d'échelles différentes. Le premier poste, c'est les transports. Ensuite, on a le chauffage dans le bâtiment. Ensuite, on a la partie agriculture, alimentation. Et donc, la question de ce mécanisme-là, il n'est pas performant, pas directement performant pour ce qui est l'enjeu chez nous de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Mais il est important pour les grandes structures industrielles, en particulier dans le secteur de l'énergie, je dirais. Bonjour. J'aimerais savoir si, d'après vous, on peut nourrir la planète entière en revenant à une agriculture paysanne de qualité en circuit court. Merci. Écoutez, je ne sais pas si on pourra sauver la planète entière avec ça, mais ça, c'est une partie très importante, sûrement. Enfin, peut-être... Madame Delmonte a des données plus scientifiques. Bon, je trouve que l'alimentation, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que tout le monde mange, sinon il n'y aurait pas la possibilité d'être vivant. Et donc, c'est une partie assez grande de ce qui nous concerne dans les politiques mondiales. En fait, dans l'évaluation qu'on en a faite, il y a quelque chose qui sort de manière très nette. C'est une partie des solutions, une agriculture diversifiée, adaptée au contexte local. Mais il y a aussi un enjeu qui est important, compte tenu des pressions supplémentaires liées au changement climatique, qui est de produire le mieux possible avec une intensification de la production par surface, compte tenu des enjeux de préserver les terres pour la biodiversité et compte tenu de l'évolution démographique mondiale, en particulier dans des régions qui vont être en absence d'autonomie alimentaire. Et pour terminer sur votre question, ce qu'on voit aussi, c'est des enjeux à conserver une agriculture paysanne dans des régions où c'est fragile, menacé, en particulier parce qu'il n'y a pas de politique foncière qui préserve les droits de ceux qui sont aujourd'hui paysans. Et c'est tout particulièrement le cas dans plusieurs régions d'Afrique, avec un signal d'alerte qui est très clair dans cette région-là. Oui, bonjour. Quand on prend un billet d'avion pour aller, je ne sais pas, par exemple aux États-Unis, il y a une petite case où on dit que si on veut compenser son empreinte carbone, on peut payer 1 euro. Donc présenté comme ça a l'air très très simple de lutter contre le réchauffement climatique. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a des mécanismes de compensation qui soient honnêtes et efficaces? Et si oui, qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise ou à une institution locale ou nationale qui voudrait mettre un mécanisme de compensation? Alors sur cette question-là, c'est vraiment un sujet important, d'autant plus que le secteur aérien met en place un mécanisme qui s'appelle Corsia à partir de 2020 pour proposer ce type de choses. Comment dire? Je vais vraiment parler franchement. Il y a des gains d'efficacité sur les moteurs des avions, il y a des avions actuels plus performants qu'avant, mais comme il y a une forte augmentation du trafic, ça s'efface et donc les émissions continuent à augmenter dans ce secteur-là. Donc c'est un secteur qui mise sur une croissance de la demande et qui ne peut maîtriser ses émissions que s'il met en place des actions dites de compensation. Moi, je n'ai jamais vu un suivi complet des solutions de compensation qui existent. Donc c'est parfois des options de reforestation sur de la monoculture, on peut donner l'exemple d'eucalyptus ou autre, pas forcément avec des espèces locales, pas forcément avec un suivi dans le temps long. Donc il y a un vrai besoin d'avoir plus de transparence et plus d'exigence sur la qualité de ce qui existe déjà. Certaines ONG ont développé des standards, un gold standard, qui permet en tout cas au minimum d'avoir un certain nombre de critères sur les projets existants. Ça fait partie des points de vigilance. Quand j'expliquais les pressions supplémentaires pour les terres pour stocker du carbone, ça fait partie des points de vigilance parce que ça peut être fait très bien et ça peut être fait très mal. Et enfin, dernière chose, les différentes compagnies aériennes, elles ne vous donnent pas les mêmes chiffres sur vos émissions de CO2. Certaines ont une manière assez optimiste de vous donner le chiffre, parce que la circulation en avion, ça a un effet direct par les émissions de gaz à effet de serre, c'est un effet indirect parce que les poussières des avions favorisent la formation de certains nuages qui réchauffent, et ça en général, c'est pas pris en compte. D'accord ?
Et dernière chose, donc moi j'ai essayé de me poser la question concrètement sur le travail que je fais pour le GIEC, parce qu'on est amené à prendre l'avion pour des déplacements avec des réunions avec des chercheurs de pays du monde entier. Et ce qu'on essaye de monter, nous, c'est une action locale, donc avec un collectif d'agriculteurs du plateau de Saclay qui s'appelle Terre et Cité, donc qui met en relation les territoires, les élus, le monde académique et puis les agriculteurs, avec l'idée d'essayer de développer finalement quelque chose qui est gagnant-gagnant localement, c'est-à-dire d'accompagner des actions sur le territoire qui permettent d'éviter des émissions ou de stocker du carbone plutôt que d'aller chercher des choses à l'autre bout de la planète qui rajoutent parfois de la pression sur les terres, de l'accaparement de terres ou tout le reste. Donc on a maintenant la possibilité de le faire en France. Il y a un système, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a été labellisé par le ministère de l'Environnement, un label bas carbone ou quelque chose comme ça, qui permet aussi de proposer des projets locaux concrets dans ce cadre du fait de ne pas pouvoir parfois éviter d'émettre des gaz à effet de serre sur des contraintes professionnelles. Moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel à renforcer des options, des solutions possibles locales qui valorisent le travail, en particulier des agriculteurs, pour stocker du carbone et en faire un outil de développement d'une autre agriculture plutôt que d'avoir une solution un peu simple, bon marché et parfois pas toujours très solide. Allez, azken galdera pare bat. Oui, non, c'était juste pour rebondir sur le label bas carbone. Ici, en fait, il y a une coopérative dans la vallée de l'Ergarail qui a été labellisée bas carbone et qui essaye de valoriser localement du bois, que ce soit du bois forestier ou du bois bocager. Et il y a notamment des agriculteurs qui sont investis dans la coopérative. Et après, moi, j'aurais aimé aussi rebondir sur le constat que vous avez fait, qu'on connaît tous, qui se précise et qui s'aggrave de plus en plus. Et il y a une question, moi, que je me pose souvent, c'est, en France, c'est les 10% les plus riches qui émettent 8 fois plus que les 10% les plus pauvres. Ce rapport est de 1 à 25 aux États-Unis et de 1 à 45 au Brésil. Donc la question maintenant, c'est comment on fait collectivement pour appuyer sur le frein et pour leur enlever le volant du frein, et leur enlever le volant des mains et aller vers un futur qui soit encore désirable et souhaitable pour tous. Alors moi, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pour ça que dans mon intervention, j'ai brièvement mentionné la question des inégalités dans les deux sens, c'est-à-dire l'inégalité de responsabilité ou l'inégalité de capacité à agir, parce que c'est quelque chose qui est assez essentiel. Et cette question-là, elle n'est pas toujours abordée. Elle n'est pas toujours abordée dans les politiques publiques. Elle est importante. J'espère que, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat mènera une réflexion sur cette question-là, parce que je pense que c'est important. Je ne sais pas si vous avez des solutions particulières par rapport à cette dimension-là, mais toutes les politiques publiques de redistribution, par exemple, elles permettent éventuellement d'atténuer, on le voit, comme vous le disiez, l'éventail de la responsabilité sur les plus riches, il dépend des politiques redistributives et fiscales propres à chaque pays. À Yandé, une question moi, qui me tarabuste depuis très longtemps, c'est l'industrie automobile. Et notamment la position de l'Union européenne et des pays développés sur cette technologie automobile. On en est encore à l'ère ancienne, à l'ère fossile, avec des véhicules qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus indispensables. Est-ce que vous voyez des signaux au niveau européen, au niveau international, qui revoient complètement le paradigme de l'auto ? C'est une question qui demanderait beaucoup de temps pour l'aborder. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a des signaux qui sont très préoccupants. Dans le monde entier, sur les émissions récentes de dioxyde de carbone, les deux premiers facteurs qui contribuent à en émettre plus, c'est premièrement la production d'électricité avec des sources fossiles, dans le monde, et deuxièmement, le fait que les véhicules neufs vendus dans le monde sont de plus en plus gros et donc de plus en plus consommateurs, malgré les progrès sur les moteurs thermiques. Donc c'est l'effet SUV. Quand on prend le cas de la France, par exemple, mais on le retrouve dans les pays voisins de nous, on voit que les émissions du secteur des transports ont baissé depuis les années 90 jusqu'aux années récentes, et ça stagne. Et la stagnation, c'est parce que dans les voitures neuves vendues, il y a une part de plus en plus grande de véhicules plus lourds. Et ça, c'est pas quelque chose que les gens ils choisissent comme ça spontanément. C'est du marketing, parce que la marge des constructeurs est plus grande et que ça permet pour eux de garantir de l'emploi, etc.
Donc c'est un marketing énorme avec des campagnes répétées pour vous faire croire que pour des enjeux de sécurité, c'est mieux d'acheter un véhicule plus gros. C'est aussi en fait des avantages fiscaux qu'on accorde aux entreprises quand elles fournissent en avantage en nature à leurs salariés des véhicules gros comme un signe de réussite sociale. Voilà. Donc il y a cet enjeu-là qui est vraiment important parce que cette évolution récente, elle efface tout ce qu'on peut faire pour le reste. Et ensuite, une politique de mobilité, ce n'est pas une politique sur les voitures. C'est une politique pour permettre aux gens d'éviter de passer du temps idiot dans des déplacements inutiles, en favorisant par exemple le télétravail, en favorisant par exemple de l'aide à la mobilité pour se rapprocher de son lieu de travail par rapport à son lieu de vie. C'est aussi toute une politique sur une mobilité active qui est vraiment importante dans le cadre des déplacements de courte distance. Et je vais juste donner un chiffre sur ce point-là. On est en France dans une situation parmi les plus jeunes, en particulier les jeunes femmes, les jeunes filles, il n'y en a que moins de 20% qui ont une activité physique suffisante pour vivre en bonne santé. Donc une politique ambitieuse de mobilité alternative, d'aller à l'école à vélo, en fait, de faire ces déplacements de proximité à vélo, je donne ou à pied, c'est quelque chose qui, en fait, à mon sens, coche plusieurs cases en termes de lien social, en termes de bénéfices pour la santé, comme un investissement pour la santé sur le temps long, physique et mental, et en termes d'espace non utilisé pour des choses inutiles. Et ça manque, je trouve, à l'échelle européenne, comme à l'échelle nationale et souvent à l'échelle locale, à hauteur des enjeux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai donné mon propre point de vue. Et dans le monde, on a une inaction totale dans beaucoup d'endroits en Amérique du Nord sur cette question-là, sauf les grandes villes, on va dire, pour faire simple. On a vraiment des choses qui sont en train de bouger dans tous les sens du côté de la Chine, vraiment à penser la mobilité autrement, à avoir une politique publique aussi, par exemple, pour faire en sorte de favoriser, alors je caricature un peu, mais l'équivalent de la 4L, ce que ça a été chez nous la 4L, pour permettre à tout le monde d'accéder à une mobilité abordable. Donc une politique de 4L électrique pour améliorer la qualité de l'air dans les villes, réduire les dépenses, la dépendance au pétrole pour les déplacements autour des villes, et donc non pas un positionnement sur les véhicules électriques de niche, haut de gamme, hors de prix et très gros, mais des petits véhicules bon marché et accessibles à tous. Et on n'est pas dans cette trajectoire-là, en tout cas par rapport à la réglementation européenne qui a été fixée à horizon 2030 et par rapport à ce qui est en train d'être mis en place. On a une réglementation européenne qui va favoriser des véhicules avec des grosses batteries, lourds et chers, qui ont une empreinte sur le cycle de vie qui n'est pas forcément super terrible. Donc c'est vraiment des points de vigilance. Azken galderarik? Azkena, Bon, bi azkenak. Excusez-moi. Merci. J'aimerais rebondir justement sur l'électrique, au niveau des voitures électriques. Parce que les voitures électriques, c'est bien beau, on a beau nous dire que c'est bon pour l'environnement. Tout ça, moi je veux bien. Si on m'explique comment on fait pour ces batteries, par la suite, pour les recycler. Parce qu'à l'heure actuelle, le recyclage des batteries, je ne sais pas, mais je ne vois pas grand-chose. Je ne suis pas directement dans mon domaine de compétences, il y a des gens dont c'est le métier qui en parleraient certainement mieux, mais il y a effectivement plusieurs points. Donc, sur la question de l'électrification des voitures, il y a quel est votre mix électrique, et s'il est au charbon ou pas, ça change tout en fait sur l'utilisation de la voiture. Donc l'utilisation de la voiture électrique, c'est bien si votre électricité elle est bas carbone par rapport à produire l'électricité avec du charbon. Le deuxième volet, c'est faire des analyses en cycle de vie. Si vous produisez la batterie des véhicules électriques en Chine ou en Pologne avec du charbon, ça a une empreinte en fait très forte au moment de la production du véhicule. Et après, cette empreinte, elle sera plus faible quand vous l'utiliserez, en fonction de l'électricité que vous utilisez. Donc moi, j'ai vu des travaux qui ont été faits pour comparer, par exemple, une voiture comme une Clio avec une Zoé, mais je ne fais pas de publicité, en France, selon la manière dont c'est produit aujourd'hui, et qui montrent qu'en tout cas, sur les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, il y a un clair bénéfice. C'est amorti au bout d'1 an et demi, le surplus à la production, par rapport à l'utilisation d'une Zoé. Mais ce n'est pas une voiture zéro émission. Il y a une empreinte initiale, et il y a une empreinte en production dans les mines, etc., environnementale, autre. Et la dernière chose, c'est que, tel que moi je l'ai compris, il y a un certain nombre de producteurs de batteries qui sont en train de mettre en place des filières de recyclage, de réutilisation. C'est le cas en ce moment pour les batteries pour les vélos électriques, qui sont d'ailleurs beaucoup plus performants que les voitures électriques quand on prend l'ensemble du cycle de vie, et qui permettent des déplacements sur des rayons de l'ordre de 15-20 km tout à fait agréables.
c'est également en train de se mettre en place pour les batteries pour les voitures électriques, mais lentement. Et on a un vrai enjeu. Ça va vraiment être une révolution dans les années à venir, il faut pas se le cacher. Il y a des investissements majeurs de tous les industriels. L'information qu'on donne aux consommateurs, c'est une information sur la consommation du véhicule. Il faut exiger une information sur la production des véhicules. Il faut exiger des informations sur les analyses en cycle de vie et exiger la transparence sur les filières de réutilisation, de recyclage des batteries. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faut avoir cette pression-là de la part de la société civile pour avoir une information complète et pousser les industriels à avoir des approches les plus performantes possibles dès le début. Une question un peu plus généraliste. Est-ce que la modification du climat est liée à l'évolution de la vie sur des temps géologiques, en plus en fait de l'activité humaine que nous voyons actuellement? Alors, à l'échelle de l'histoire de la Terre, oui. À l'échelle très ancienne de l'histoire de la Terre, de l'évolution du vivant sur des milliards d'années, des dizaines de millions d'années, oui. Là, on parle en fait d'une évolution qui est brutale. Depuis en gros la révolution industrielle, depuis 1750, on perturbe profondément la composition de l'atmosphère. La vitesse de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il n'y a pas d'analogue en fait à l'échelle géologique. C'est quelque chose de très brutal. On recrée une atmosphère riche en gaz à effet de serre comme la Terre en a connu à l'échelle géologique, mais on le fait en 150 ans, 200 ans. Et donc là, on est sur vraiment une autre échelle de temps. Par contre, il y a des mécanismes de couplage important entre l'évolution du climat, les écosystèmes, leurs services, leurs fonctions, la biodiversité. Il y a encore des questions qui restent complexes. En particulier, par exemple, dans un climat qui se réchauffe, la production primaire va baisser dans les océans. La production de matières vivantes dans les océans va baisser, en particulier dans les régions tropicales. Elle va augmenter que dans l'Arctique. Ça va modifier complètement la façon dont les océans stockent du carbone. Évacue du carbone de l'atmosphère et le transporte dans les profondeurs. Là, il y a encore beaucoup de questions scientifiques qui ne sont pas complètement résolues, mais il y a des points vraiment d'alerte sur la manière dont on bouleverse le vivant dans les océans, extrêmement importants. Bon, mila esker handi bat, eta mentzalariari, bai Valérie eta bai Paulari. Merci beaucoup pour vos interventions. Deux choses avant de partir. La première, ceux qui avaient des oreillettes pour les traductions, merci de nous les rendre. Vous n'en ferez rien à la maison. Et la deuxième, c'est qu'à 17h, il y a une conférence au premier étage, justement sur les questions de comment les citoyens peuvent agir par rapport à ces questions de changement climatique. Beraz, atxaldeko bostetan, lehen estaian, mintzaldi bat, guk jendeek zer egiten aldugun konkretuki eta klima aldaketaren inguruan aktiboki.